Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour notre thread d'horreur du dimanche. Alors il me semble que mercredi je n'ai pas posté de vidéo, non je n'en ai pas posté, je suis désolée. Voilà, j'avais pas le cœur à ça et je me suis promis de filmer que quand j'en avais le cœur. Donc voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui du coup. Je vous ai sélectionné non pas 3 mais 4 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com et ma foi, ne perdons pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je voudrais rester dans l'anonymat, s'il te plaît, donc appelle-moi Aïcha. J'habite au Sénégal. Cette histoire s'est déroulée il y a à peu près 6 ans. J'avais 12 ans à l'époque. Mon père est un homme très religieux, alors il lui arrive très souvent de se lever au milieu de la nuit pour faire des prières et réciter du Coran avant la prière du matin. Un jour, je dormais dans ma chambre avec ma mère et ma sœur. On avait fait une nuit cinéma toutes les 3 et on a fini par s'endormir toutes sur le même lit. Bref, il était environ 3 heures du matin quand je me suis réveillée brusquement comme si quelqu'un me regardait fixement. Je me suis levée, j'ai allumé la lampe, mais il n'y avait personne. Il faut savoir que je suis une fille à qui ça arrivait souvent de voir des choses effrayantes quand j'étais jeune. C'est devenu un peu une routine, donc je n'avais pas forcément peur. Seule devant la porte, j'ai eu soudainement envie de faire pipi. Même si mon instinct me disait de ne pas sortir de la chambre, je l'ai quand même fait. Il fallait descendre les escaliers pour aller aux toilettes car ils étaient en bas. En me dirigeant vers les toilettes, je vois un homme habillé en blanc, assis devant la télé. Sur le moment, je pensais que c'était mon père. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui dort très peu la nuit. Donc je lui ai passé le selam, mais bizarrement, il ne m'a pas répondu. Je souligne que mon père me répond toujours quand je lui passe le selam. Bref, j'y prête pas trop attention et je me dirige vers les toilettes. Je finis par sortir et il y avait toujours cet homme devant la télé, mais cette fois-ci, il avait un chapelet dans sa main. Pour ma part, je pense toujours que c'est mon père, donc je n'ai pas peur. Je remonte les escaliers et je me dirige vers ma chambre. Et c'est en traversant le couloir que j'aperçois mon père, assis sur son lit, tenant aussi son chapelet à la main. Pendant un instant, je me suis figée et avec des mains tremblantes, je passe le selam à mon père et il répond à mon selam en me disant d'aller vite me recoucher. Moi, tétanisée, j'avance sans regarder en bas de l'escalier. Une fois dans ma chambre, je me couche près de ma mère et je me couvre de la tête aux pieds en me posant sans cesse la même question. Qui est l'homme sur le canapé devant la télé ? J'ai presque pas réussi à dormir cette nuit-là. Le lendemain, j'en parle à mon père. Et il me répond qu'il a aussi vu cet homme très souvent traîner dans le salon, mais qu'il est pieux, car il l'attend parfois pour lire le Coran. Même si je sais que c'est un djinn musulman, il n'empêche qu'il me fait peur. Voyant à quel point j'étais affectée par cet événement, mon père a décidé qu'il valait mieux de déménager. Ça fait 6 ans depuis et je vis toujours des événements paranormaux, mais j'ai de moins en moins peur désormais car je sais que ce ne sont pas des djinns qui me veulent du mal. Merci ma pépite pour ton histoire. C'est fou que ton papa te réponde aussi tranquillement. Ah oui, l'homme devant la télé, t'inquiète, il est pieux. C'est fou. Il a une foi tellement intense qu'il n'a même pas peur de cet homme. Alors oui, effectivement, c'est possible que ça soit un djinn pieux musulman. Cependant, dans la religion musulmane, on dit qu'on ne peut pas voir les djinns dans leur forme. Donc c'est sûr qu'il a pris l'apparence d'un homme habillé en blanc, tenant un chapelet dans la main. Donc oui, les djinns musulmans existent. Hein. C'est une croyance... c'est un fait dans la religion musulmane. Donc moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que ton papa en parle de façon très normale. Oui, il m'attend souvent pour lire le Coran. En tout cas, merci ma pépite pour ton histoire et je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, et tout d'abord merci pour ce contenu de qualité que tu proposes. Je suis persuadée que dans la vie, tout arrive pour une bonne raison.
Ce matin, je t'ai découverte par hasard et je me suis dit qu'il était temps que je raconte ce que mes enfants et moi avons vécu il y a quelques années. De plus, il m'arrive de nombreuses choses étranges ces derniers temps. Comme par exemple ce matin même, une porte de placard s'est ouverte toute seule sous mes yeux. Enfin bref, voici mon histoire. En 2010, mon mari et moi décidons de déménager et d'acheter une maison dans un petit village. Nos 2 fils sont atteints d'une maladie génétique assez lourde et nous nous étions dit qu'il serait bon pour eux de grandir à la campagne plutôt qu'en appartement de ville où nous vivions. Nous nous mettons donc à la recherche d'un bien à acheter. Par un incroyable hasard, je tombe sur une maison qui ressemblait en tout point à ce que nous recherchions, à une somme très maudite. Bingo, j'appelle dans la foulée et le lendemain nous visitons. La propriétaire est très âgée et partie vivre chez son fils à l'autre bout de la France. C'est donc un agent immobilier qui nous fait visiter. Je ne sais pas pourquoi, mais quand nous la visitons, j'ai un mauvais pressentiment. Mais je me dis que c'est du n'importe quoi, c'est juste la peur d'acheter mon premier bien immobilier. Et puis, elle est dans nos moyens, alors je me raisonne et on décide de l'acheter. Et c'est là que toute notre vie a basculé. En dépit de la maladie de nos enfants, mon mari et moi étions très heureux, très amoureux et très soudés. Arrive le jour de l'emménagement, et chose très étrange, la propriétaire est sur place, en train d'empacter ses dernières affaires. Donc nous échangeons quelques mots et convenons de revenir quelques heures plus tard et la laissons faire. Avant de partir dans le camion de déménagement avec son fils, à la fenêtre, elle nous lance ces derniers mots. Écoutez bien. Elle espère que nous aurons plus de chance qu'elle dans cette maison. Avec mon mari, on est un peu surpris, mais voilà, elle a dépassé les 90 ans. On se dit qu'elle doit être un peu déraillée. Je ne crois pas. On rentre dans la maison et on trouve pas mal de choses qu'elle a laissées derrière elle. Des meubles de cuisine, des dessins accrochés au mur, un peu partout dans la maison. Nous ne les avions pas vus avant, avec tout le mobilier, mais une fois la maison vide, on voit qu'il y en a vraiment pas mal. Des dessins d'enfants et d'autres qui ne ressemblent à rien, des gribouillages. Rien de grave, on décroche tout. Quant aux meubles de la cuisine, on se dit qu'ils nous serviront et on les laisse en place. Nous emménageons, le temps passe et des choses étranges se produisent de plus en plus souvent. Mon plus jeune fils, qui n'avait jamais eu de sommeil perturbé ou quoi que ce soit d'étrange, se met à se réveiller la nuit en hurlant de manière régulière. Il a alors 6 ans à cette période-là, mais il se rappelle jamais de pourquoi il a eu si peur. Et ça empire, encore. L'étape suivante, je l'entends parler dans sa chambre, alors je monte voir, et par la porte entr'ouverte, je le vois discuter, à 1 mètre face au mur. Quand je l'interroge, il me dit qu'il parle avec le petit monsieur gentil. Il me le décrit, mais je n'ai jamais vu cette personne. Cette discussion nocturne avec le petit monsieur gentil est arrivée 3 fois. Du moins, je l'ai surpris 3 fois. C'est peut-être arrivé davantage, je ne sais pas. À cette même époque, son grand frère, qui avait 8 ans, se plaignait la nuit de nombreux bruits en provenance des murs, du plafond et du plancher en bois. Mais je me suis dit que voilà, c'était une grande et vieille maison. Pas de quoi s'inquiéter. Il demande à changer de chambre pour pouvoir dormir avec son frère. J'accepte car les pièces étaient très grandes et que son petit frère était d'accord aussi. Mais je ne comprenais pas. Ça faisait presque 1 an que nous vivions ici et avant tout allait bien. Ils dorment donc dans la même chambre et de manière régulière, les deux me disent avoir entendu parler dans leur chambre, mais je mets ça sur le compte de la jeunesse. Moi aussi parfois il m'arrive d'entendre des pas sur le plancher, comme si quelqu'un venait vers ma chambre dans le couloir, mais je me suis dit que c'était dû au stress sûrement. Car dans le même temps, la situation avec mon mari se dégrade, vite et fort. Nous étions pourtant heureux et amoureux. Il se met à aller mal, très très mal, et se fait interner carrément en psychiatrie. Pour résumer brièvement, là-bas, il rencontre quelqu'un. Je l'apprends et nous divorçons. Je me retrouve donc seule dans cette maison avec mes fils. Waouh, c'est fou! Et la situation empire encore. Mon plus jeune ne discute plus avec le petit monsieur gentil, mais maintenant se lève la nuit pour le suivre à travers toute la maison. Sauf qu'il est petit et un peu fragile avec sa maladie, qu'il y a plein d'escaliers et que j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Je mets ça sur le compte du stress dû au divorce. Je l'emmène chez un pédopsychiatre qui me dit, au bout de 3 séances,
que mon fils va parfaitement bien, aucun stress, il vit plutôt bien la séparation d'ailleurs. Je suis fière de réussir ça en tant que maman. La vie n'est pas facile, avec le crédit à rembourser seul, la maladie, etc. Donc ma meilleure amie vient souvent passer quelques jours à la maison avec moi pour me soutenir et me changer les idées. Ma meilleure amie a toujours été très réceptive à l'au-delà et avec des facultés spirituelles. La première fois qu'elle est venue à la maison, elle est restée figée sur le pas de la porte, incapable d'entrer à cause des mauvaises énergies qu'elle sentait. Même si je l'aimais fort, je mets cela au passé car malheureusement elle a décidé de couper les ponts il y a 6 ans avec moi et elle me manque encore. Je n'étais pas certaine de ce qu'elle racontait. Donc là aussi, je n'y ai pas cru. Je me suis dit qu'elle délirait sûrement. Une nuit où elle dormait à la maison avec moi, dans mon lit, on venait de se coucher genre 10 minutes avant. Elle s'est assise d'un coup, comme un ressort, et m'a dit « Elle est là ». Qui est là ? Elle me répond « Isoline ». Et elle m'explique à quoi elle ressemble. Là, je commence à flipper un peu parce que quelques instants avant, pendant que j'essayais de m'endormir aussi, j'avais senti comme un voile de froid toucher ma peau. Et j'en arrive à la fin de l'histoire. Dernier rebondissement incroyable. Des anecdotes comme ça dans cette maison, j'en ai des dizaines. Mais je vais pas en rajouter davantage. Toujours est-il que la situation s'est empirée, physiquement, mentalement et financièrement. J'ai donc décidé, après 3 ans de divorce, de revendre cette maison. Je ne m'y sentais plus bien et les garçons voulaient quitter aussi cette maison remplie de fantômes, je les cite. Arrive la veille du déménagement, tous les cartons sont prêts, le camion chargé, tout est emballé. Il reste juste des meubles de l'ancienne propriétaire dans la cuisine. Ce meuble était accolé à ma gazinière, je m'en servais pour stocker mes recettes de cuisine et autres bricoles. Il était là depuis le début. Mais cette veille de déménagement, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle que j'y ai laissé mes recettes et donc j'ouvre le tiroir du haut. Je trouve un dossier dans une pochette en carton avec de la poussière dessus, des insectes morts. Bref, c'est là depuis longtemps sans avoir été touché. Ce dossier contenait diverses informations sur la maison et surtout des articles de journaux, dont un mentionnait le suicide d'une certaine Isoline quelques décennies auparavant dans ma maison et un autre, dans ma maison aussi, la mort d'un petit monsieur. Il y avait une photo, il ressemblait à celui que mon fils m'a décrit. Ce soir-là, j'ai su que toutes ces choses-là existaient et que ma maison était bel et bien hantée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quelques heures plus tard, nous déménagions. Et depuis, mes fils n'ont plus jamais fait de terreur nocturne, ni reparlé de bruits étranges ou de petits monsieur. Mais moi, je crois maintenant à l'au-delà avec certitude. Je n'avais jamais voulu y croire, même s'il y avait des photos prises dans ma maison sur lesquelles des choses paranormales apparaissaient, et même si ma meilleure amie sentait une mauvaise présence, même si mes fils étaient terrifiés, je ne pouvais pas y croire. Ça n'était pas possible dans mon esprit de scientifique étriqué, mais tout a changé. Quant au père de mes enfants, il m'a dit qu'une fois avoir déménagé, il s'était senti comme délesté d'un poids et n'a plus jamais été dépressif. Toujours est-il que depuis quelque temps, donc 8 ans après mon déménagement, il se passe à nouveau des choses étranges autour de moi. Rien qui fasse peur, je n'ai jamais eu de sensation bizarre dans ma nouvelle maison. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un essaye d'entrer en contact avec moi. La suite au prochain épisode. Waouh, ma pépite, ton histoire, elle est excellente. Est-ce qu'on en parle de la copine très très réceptive au paranormal, à l'au-delà, qui dit Isoline est là, frère. Et toi, quelques temps après, tu trouves chez toi un article de journal qui dit qu'une certaine Isoline est décédée dans cette maison. Comment j'ai la chair de poule. Isoline, frère. Tu m'aurais dit Marie, je t'aurais dit prénom commun, utilisé de nombreuses fois, bon, probabilité, etc. Mais Isoline, qui connaît ce prénom? En tout cas, ton histoire est excellente. Je ne vais pas dormir de la nuit, ça va être génial. Merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. C'est pour ça, s'il vous plaît, quand il se passe des trucs trop chelou dans votre vie. Vous vous entendez plus avec votre chéri, mari, tout ce que vous voulez. Que des disputes,
il y a un changement brutal depuis que vous avez emménagé quelque part, des problèmes de maladie, la santé part, etc. Quand il y a trop de choses depuis que vous avez emménagé quelque part ou fait quelque chose, vraiment essayez de faire des ruqya, donc des séances d'exorcisme, parce qu'il y a un truc, ça va pas, il y a un truc. Sur ce, voilà, j'ai adoré cette histoire. Passons tout de suite à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, je m'appelle Véronique et j'ai 59 ans. Et suis une fervente fan de tes récits que je ne loupe en rien chaque dimanche. Merci beaucoup Véronique. Du coup je te fais un gros bisou. Tu es un régal de gentillesse, de compréhension, donc c'est grâce à toi que je décide aujourd'hui de confier ce qui m'est arrivé quand je n'avais que 7 ans. Merci. À l'époque, jamais au grand jamais je n'avais entendu parler de paranormal, d'entités ou même de démons. À part quelques livres de méchantes sorcières dans les contes pour enfants, mais ça s'arrêtait à ce niveau. Cependant, je passais les grandes vacances avec toute ma famille chez l'oncle et la tante de ma mère en Corrèze, vraiment en pleine campagne. Nous n'avions qu'un seul couple de personnes âgées comme voisins, proches du jardin potager de l'oncle et de la tante. Ils avaient au fond de leur jardin des clapiers avec des lapins ainsi qu'un poulailler. Ce détail aura son importance dans mon récit. Un soir, il faisait très chaud. C'était à la limite de la canicule. Et toute la famille veillait très tard le soir par cette forte chaleur. Ils prenaient les chaises de la maison, les mettaient dehors sur le devant de la maison. Et ils discutaient avec les voisins jusque tard dans la nuit. Nous, les enfants, mon frère plus jeune, ma sœur aussi, nous aimions courir ou nous cacher dans les branchages devant la maison. Étant plus intrépide et téméraire qu'eux, j'ai décidé d'aller me cacher au fond du jardin, près des clapiers à lapins. Aussitôt, j'ai eu l'impression que la nuit s'était brusquement assombrée. J'étais d'un coup dans le noir complet. J'ai senti totalement 2 mains me tenir par la taille derrière mon dos, comme lorsque l'on monte derrière quelqu'un sur une moto. Je me suis retournée très vite, il n'y avait bien évidemment absolument rien, ni personne. Mais je sentais très nettement quelque chose, une présence invisible tout près de moi. Mais le plus terrifiant a été que j'ai entendu un sifflement très aigu, très fort dans mes oreilles. Incapable de faire un pas, je me suis contentée de hurler extrêmement fort. Aussitôt, toute la famille qui était réunie ont accouru affolée pensant que j'étais tombée ou que je m'étais blessée. Je ne savais pas comment expliquer ce que je venais de subir. Je me suis juste contentée de dire que j'avais entendu quelqu'un siffler et du coup que j'ai eu très peur. Personne n'a pensé au paranormal évidemment. Les voisins ont rigolé de ma peur en expliquant à mes parents qu'ils avaient des cochons d'Inde, 3 cochons d'Inde, dans les clapiers à lapins et que c'était sûrement eux qui avaient couiné, que ce n'était pas bien grave et m'ont invité à venir les voir le lendemain. Cependant, bien que je n'avais que 7 ans, je savais très bien au fond de moi qu'un sifflement aussi fort qui m'avait vrillé les oreilles et avec une telle puissance ne pouvait pas provenir d'un si petit animal. Surtout au loin dans un clapier. Et cette brusque noirceur de la nuit qui s'était abattue d'un coup et qui s'est dissipée dès que j'ai hurlé, cette pression sur mes hanches en plus. Cet événement, jusqu'à aujourd'hui, est resté dans mes souvenirs tant j'ai ressenti une peur et une sensation inexpliquée. Merci beaucoup Véronique pour ton histoire. C'est fou parce que tant d'années après, tu te souviens de ce moment de ta vie. Pourtant, tu étais si petite à 7 ans. Ça veut dire qu'il t'a vraiment choqué. Moi, je te crois parfaitement. Je pense pas que ça soit les cochons d'Inde. Je pense juste que dans la nuit, comme ça, il y a des choses bizarres qui s'y cachent. Et donc, quand ils ont vu une enfant, c'est pur une enfant, c'est très pur, donc adorer des djinns, des démons aussi, c'est quelque chose qu'ils adorent, ça, les enfants comme ça. Donc forcément quand tu étais toute seule dans cette pénombre, quelque chose a voulu, voilà, te prendre quoi. Si la chose t'a pris par les hanches, j'ai l'impression qu'elle a voulu te prendre vers elle. Enfin bref, voilà comment nous mettre les frissons. Sur ce, merci infiniment Véronique pour ton histoire. Passons tout de suite à la 4e et dernière histoire.
Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Alaikum salam, ça va aller. Je vais te faire un témoignage qui m'est arrivé il y a quelques années. Je m'appelle Selena et mon histoire se passe lorsque j'ai 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Ça se passe en Île-de-France, plus précisément à Nanterre dans le 92. Je vis dans un appartement assez petit d'un immeuble de 4 étages. Durant l'été 2019, mes parents partent en séjour d'une semaine. Pour mon père, c'était une mutation pour son travail, mais pour ma mère, c'était clairement des vacances. Je me retrouve donc seule chez moi, puisque ma sœur décide de passer la semaine chez mon oncle, qui habite même pas à 5 minutes de chez mes parents. Je passe la première journée seule chez moi. Je vais pas te mentir, mais je m'ennuie à mourir. Je passe la nuit seule et ayant extrêmement peur du noir, je laisse mes LED allumés qui sont au-dessus de mon lit accrochés sur le mur. Le lendemain, je décide d'appeler plusieurs amis à passer la semaine chez moi pour ne pas rester seule. Bien évidemment, ils acceptent tous, à l'exception d'une amie qui devait rester auprès de sa mère. Et ce que nous savions pas, c'est qu'elle avait pris la meilleure décision de sa vie. Les autres invités arrivent vers 15h. Il y avait 2 garçons et une fille, à savoir que les garçons sont 2 jumeaux. Et par anonymat, nous allons les appeler Charlotte, John et Carl. La journée se passe tranquillement et Carl nous confie une envie en disant « Ça vous dit on fait une soirée Ouija ce soir ?» Ayant déjà regardé le film, une appréhension me prit les tripes, mais Charlotte et John insistent pour faire ce jeu. J'accepte avec beaucoup de peur. 1 heure passe, puis on s'installe autour de la table avec le plateau d'Ouija au centre de la table. Carl prend la parole et nous explique les règles à obligatoirement respecter durant l'Ouija. On l'écoute attentivement et au bout d'une dizaine de minutes, on commence la séance de spiritisme. On place tous un doigt qui touche à peine la goutte et Carl prend la parole. « Esprit, es-tu là ?» Il répète la question plusieurs fois, puis la goutte se met à bouger et se dirige finalement vers le oui. Paniquée par ce que je viens de voir, j'explose de peur en me demandant qui d'entre nous avait déplacé la goutte, mais même eux étaient choqués. Carl continue donc à parler à cette chose et on commence à avoir une vraie conversation avec cette entité. Puis Carl demande l'identité de la personne et elle répondit en écrivant grâce aux lettres du plateau « C'est un secret ». Il insiste donc en demandant si c'était une fille et la réponse se fit immédiate en se dirigeant vers le oui. Il demande plus d'informations et on découvre que c'est une petite fille de 6 ans et qu'elle vivait dans mon appartement avant d'y mourir dedans. À ce moment-là, Charlotte ne peut plus supporter ce jeu et casse le cercle. Et là, une chose étrange se passe. Charlotte rentre en genre de transe. Avant de rentrer dans la cuisine, elle prend un énorme couteau et se dirige vers John en criant « Seul un peut survivre, tu dois mourir ». Une peur nous envahit tous et Carl essaye de fermer la discussion mais impossible. Charlotte étant possédée par une chose qui essaye de tuer John, je décide d'allumer la lumière et Charlotte tombe tout de suite au sol, inconsciente. On essaye tous de la réveiller mais rien ne se passe. À ce moment, à nous 3, on ferme la porte entre les esprits et le monde réel et on range le plateau dans mon meuble. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait enfermé quelque chose dans notre monde. En voulant nous changer les idées, on décide d'avoir l'idée la plus ridicule, mais ça nous a tellement apaisés, c'est de regarder le monde de Nemo sur Disney+. Enfin calmé et ayant redescendu au niveau d'adrénaline, on part dans ma chambre pour ensuite nous reposer. Je m'allonge aux côtés de Charlotte et les jumeaux dans le lit de ma sœur. La nuit passe, tout le monde s'endort sauf moi. Je me sens observée au coin de ma chambre. Je n'ose pas regarder, dû à la forte présence qui émane du côté de ma chambre. J'essaye tant bien que mal de m'endormir et j'y trouve enfin le sommeil après 2 heures d'oppression. Le lendemain matin, seuls Carl et John et moi nous réveillons. Charlotte dort toujours, donc on préfère ne pas la déranger. On attend donc le réveil de Charlotte, mais à 15h, elle n'était toujours pas réveillée.
Je décide de lui écrire un mot sur une feuille pour la prévenir qu'on passe chez John et Carl pour déposer le plateau de Ouija. On part chez les garçons et on tombe sur la maman des jumeaux avec le plateau en main. À ce moment-là, elle nous engueule en disant qu'elle ne veut pas nous voir jouer avec, sauf que c'était trop tard. Elle le voit assez rapidement et me demande avec politesse de venir chez moi pour inspecter ma maison, pour savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose de malveillant dedans. À peine entrée chez moi, elle regarde ma salle de bain et se fige immédiatement. Je lui demande ce qu'il se passe et elle me dit mot pour mot, plus d'une personne est morte ici. À ce moment-là, je me fige complètement et ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Je continue donc de la suivre et elle inspecte encore plus la maison. Comme ça, jusqu'à ma chambre, en étant juste en face, sans rentrer. Elle nous regarde. Son expression est horrible, les yeux grands ouverts, bouche complètement ouverte durant quelques secondes avant de dire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ne comprenant pas, on lui demande une explication et à ce moment-là, elle nous dit clairement que Charlotte est dans une phase de transe et que seul un exorcisme pourrait l'aider. Je suis donc tétanisée et je décide de lui parler de ce que j'ai ressenti hier soir. Elle écoute attentivement et explique que la chose que j'ai ressentie se trouve dans ma salle de bain et qu'il ne faut pas rester ici. Elle nous explique aussi que si on reste une nuit de plus dans l'appartement, on sera donc tous possédés par cette chose. Sans perdre de temps, je décide de partir chez mon oncle avec mes 2 amis pour rejoindre ma sœur. La mère des jumeaux était passée chez elle pour récupérer son matériel pour faire l'exorcisme et aussi purifier la maison. Je passe donc le reste de la semaine chez mon oncle et Carl et John étaient retournés chez eux. 2 jours après l'événement, Charlotte avait repris connaissance et la maison était complètement purifiée. En y retournant et étant de confession musulmane, je mis la sourate El-Baqarah, connue pour éloigner les djinns. Mes parents rentrent en fin de voyage et plus aucun phénomène n'était arrivé chez moi. J'ai bien sûr remercié la maman de Carl et John pour avoir purifié la maison et avoir enlevé cette possession sur Charlotte. En parlant de Charlotte, elle ne se souvenait plus du tout de la soirée Ouija ainsi que sa possession. Les jumeaux et moi avons décidé de garder ce secret. Alors, si elle regarde tes vidéos, Cam, elle saura ce qui s'est passé ces jours-là. Bonjour Charlotte. Je précise que cette histoire est complètement vraie et que rien n'a été inventé. Passe une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépendra du moment où tu lis cette histoire. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Alors je vais pas te mentir, quand j'ai lu ton histoire, je me suis demandé est-ce que c'est pas abusé? Est-ce que c'est pas une histoire inventée? Après, je pars du principe où je fais confiance, absolument confiance à mes pépites. Parce que déjà, moi, j'ai vécu une histoire de fou. Donc, je me dis pourquoi pas les autres, tu vois. Ton histoire, elle est absolument folle. La phase de elle va dans la cuisine, elle prend un couteau et elle dit il n'y en a qu'un seul qui survivra, tu dois mourir. Hein. Moi, à ce stade-là, j'aurais fait un malaise, tu vois. Déjà, bam, par terre. Première décédée, c'est moi. Non, sincèrement, elle est ouf. Elle est juste ouf, ton histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mes pépites, de ce que vous en avez pensé. Sur ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. Vraiment, n'hésitez pas à lâcher un like, ça vous prend vraiment 2 secondes. Après, si vous écoutez cette histoire en faisant votre ménage, etc. et que vous avez la flemme d'aller jusqu'à votre téléphone, lâchez un like, franchement, je vous comprends. La vérité, je vous comprends, là, il n'y a pas de souci. Mais si tu es devant ton téléphone, mais tu peux me mettre un petit like. Tu peux également t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sors des threads d'horreur tous les dimanches, enfin quand je peux. Donc n'hésite pas, vraiment n'hésite pas. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active souvent. Donc n'hésite pas à t'abonner. Hein. On fait bientôt le 1 million sur TikTok. D'ailleurs, je vous ai demandé pour le 1 million sur TikTok, qu'est-ce que vous aimeriez comme cadeau. Et vous m'avez dit 1 heure de thread d'horreur. Donc là, je suis en train de préparer les histoires parce que 1 heure de thread d'horreur, ça va m'en faire des histoires. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, Instagram, TikTok, etc. Sur ce, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. S'il te plaît, ne regarde pas derrière toi.